Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Vox Hebdo que vous suivez sur Vox TV. Verdict dans l'affaire Constant Mutamba. Soutien du Congo à Edouard Matoko au poste de directeur général de l'UNESCO et lancement de l'opération de révision extraordinaire des listes électorales sont les sujets au cœur de cette émission. Sur ce plateau, m'accompagne Guy Blaise Seydou, président du groupe Fraternité, Albert Nzoukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Rech Mboussa, journaliste. Bonjour messieurs. Bonjour. Comme d'habitude, soyez les bienvenus sur ce plateau de Vox Hebdo. Je vous invite donc à suivre ce premier reportage pour commencer avec notre premier sujet. La Cour de cassation placée sous haute sécurité pour un jugement très attendu, celui d'une figure politique bien connue des Congolais, Constant Mutamba. L'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, âgé de 37 ans, a pris place dans la salle, un masque chirurgical sur le visage. Il est accusé de détournement de fonds publics à hauteur de 19,9 millions de dollars. Des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Chopo. Et c'est le président de la Cour, Jacques Kabasele, qui prononce son jugement. En premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi, l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba Tungunga, le condamne à 3 ans de travaux forcés. Une peine lourde. Aux 3 ans de travaux forcés sans possibilité de libération conditionnelle s'ajoutent 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de vote et l'obligation de restituer les fonds détournés. Dans sa lettre de démission présentée en juin, Constant Mutamba avait déclaré n'avoir jamais pris un seul dollar de l'État. C'est le point levé qu'il a quitté la salle d'audience. Ses avocats déplorent sa condamnation. Nous sommes évidemment déçus parce que nous espérions l'acquittement pur et simple pour Constant Mutamba, parce que les preuves étaient insuffisantes, pour ne pas dire inexistantes, et l'intention de détourner n'a pas été établie par le ministère public, mais la Cour en a décidé autrement. C'est encadré de soldats et de policiers que Constant Mutamba a quitté la Cour. Le verdict a suscité l'indignation et la colère de ses sympathisants. On l'a condamné parce que c'est un dossier politique, mais juridiquement parlant, il n'a pas détourné. La jeunesse est très déçue. Pourquoi? Parce qu'on peut condamner Constant Mutamba à 3 ans de prison ferme, mais ajouter à cela 5 ans d'inéligibilité. On ne veut pas que Constant Mutamba soit candidat aux prochaines élections. Pour le parti présidentiel, la justice a fait son travail en toute indépendance, même face à une personnalité politique influente promue par le président. Son ascension en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est l'œuvre du chef de l'État qui a voulu s'ouvrir et promouvoir la jeunesse. Je pense que pour ériger un État de droit, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est laisser les magistrats, laisser le pouvoir judiciaire faire son travail. Jeune et charismatique, Constant Mutamba s'était fait remarquer par ses déplacements médiatisés à la prison de Makala et ses prises de position pour redresser la justice congolaise qu'il qualifiait de malade. Au final, le jeune ministre de la Justice n'aura fait qu'un passage éclair au gouvernement. 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité après donc la purge de ces 3 ans. Albert, le verdict dans l'affaire Mutamba reflète-t-il réellement une justice impartiale ou révèle-t-il une instrumentalisation politique de l'appareil judiciaire? La liberté de jugement, la liberté dans la justice, l'appareil qui servira à la mesurer n'a pas encore été inventé. Pas plus en République démocratique du Congo qu'ailleurs. Pas plus pour le cas de Constant Mutamba que pour celui de Vital Kamerhe et d'autres personnes. Donc, nous ne pouvons que nous interroger et interroger le verdict. C'est-à-dire 3 ans de condamnation à la servitude forcée et puis 5 ans d'inéligibilité. Vous savez, quoi que ce soit qui viennent pour faire analyser un tel verdict, ce qui frappe, c'est surtout les 5 ans d'inéligibilité qui pèsent peut-être plus lourd que les 3 ans de travaux pourtant forcés.
Pourquoi? Parce que, effectivement, comme l'a dit un des témoins interrogés, cela le met en difficulté face à la fin du mandat du président Félix Tshisekedi Tshilombo, pour lequel beaucoup ont dit que c'était son concurrent, son rival, son challenger possible. Donc voilà, justice juste, il n'y en a pas dans le monde, mais une affaire, encore une à voir et à poursuivre. La justice devait être juste, normalement. Guy Blaise, est-ce que ça le freine finalement, ça le met hors jeu pour prendre la place de Tshisekedi? Est-ce que c'est parce que les gens avaient peur qu'il soit le concurrent, le prochain concurrent de Tshisekedi? Chrysostome, merci. Je crois que c'est le verdict de la justice et de l'appareil de la justice de la RDC. Je crois qu'avant de répondre à cette question, je te dirais une chose, que quand le pouvoir commence à manger ses propres fils, c'est tellement dangereux. Parce que hier, c'était François Béard, conseiller à la sécurité du président Fathi, arrêté, emprisonné. Il y a eu Vital Kamere, directeur de cabinet du président de la République, arrêté, incarcéré, aujourd'hui réhabilité. Et aujourd'hui, c'est Constant Moutamba, ministre d'État, garde Sceaux, ministre de la Justice. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça ne marche pas. Déjà, sur le verdict qui a créé polémique, les gens pensent que c'est une parodie de procès. Mais la justice, qu'est-ce qu'on dira? On n'a pas de commentaire à faire sur ça. La justice a rendu le verdict. Mais en analysant les faits, par rapport au déroulement du procès, les gens disent que c'est une parodie de procès. Ça n'a pas été fait comme tel par rapport à la lecture des faits. Même les avocats de Moutamba contestent cela, la population et autres. Mais on ne peut pas faire de commentaire là-dessus. J'y crois bien. C'est le verdict de la justice. Même s'il peut y avoir des injonctions politiques et autres, la justice a rendu son verdict. Oui, le procureur avait requéri 10 ans. C'est quand même une décision un peu clémente. Mais ça, je crois que c'est quasiment dans tous les procès. On y arrive toujours à ce niveau-là, à rabaisser le nombre. On a dit 10 ans. On l'a ramené à 3 ans, plus 5 ans d'éligibilité. Donc aujourd'hui, Moutamba, s'il avait des ambitions politiques, d'être, comme vous l'avez dit, candidat à la prochaine présidentielle face à Tshisekedi, où nous savons que le mandat, la constitution, oui. Voilà. Donc, je crois que Moutamba est freiné. Il ne peut pas faire la politique, il ne peut pas être candidat à la prochaine élection présidentielle, il doit purger ses 3 ans. Donc c'est des peines lourdes. Aujourd'hui, Moutamba, je crois que c'est difficile pour lui, mais qu'on ne veut ou pas, c'est le cycle de la vie politique. C'est ça, il n'a qu'à subir. Voilà, c'est ça. C'est la vie d'un homme politique. Quand on se lance dans la politique, voilà. Il y a des hauts et des bas. Rech, la sentence, le jugement sur Moutamba, présente-t-elle des zones d'ombre où c'est vraiment une justice juste? À voir le verdict de la justice congolaise, ça laisse quand même à désirer. Ça laisse à désirer parce que Constant Moutamba a, tout au long du procès, prouvé qu'il était innocent dans toute l'affaire. Il a démontré que l'argent existe, mais malheureusement, la justice a tranché autrement. On ne peut que dire que la loi reste la loi, il faut respecter la loi. Mais je pense que il fallait éviter la politisation de la justice congolaise. On l'a dit ici, 3 ans de travaux forcés, 5 ans d'inéligibilité, ça prouve suffisamment qu'il y a quelque chose qui se cache. Pourquoi Constant Moutamba devrait perdre ses droits civiques pendant 5 ans? Parce que la justice a pensé... Rien ne justifie. Rien ne justifie parce qu'on l'a montré tout au long du procès, il a été clair. Les avocats de la défense ont suffisamment apporté les preuves. Mais la justice congolaise n'a pas cru.
En tant qu'observateur, nous ne pouvons que dire que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour la justice congolaise. Oui, dommage, d'autant plus regrettable que nous ne savons plus très bien de quel côté se situe la République démocratique du Congo par rapport à sa justice. Mutamba est venu, d'abord c'est un homme de bagou, mais qui a quand même lancé des espèces d'observations, des réformes, disant que la justice était malade et qu'il fallait donc la soigner. Il est venu au pouvoir, au lieu d'être appuyé, enfin, il a été du bout des lèvres par le président Tshisekedi, qui d'ailleurs s'amuse de voir le jeu qu'il a voulu pratiquer là, le jeu de quilles, bousculant tout le monde, tous les baobabs, tous les caciques, et qui avaient des maisons alimentées ici et là, qui est allé jusqu'à vérifier les permis d'occuper des propriétés, jusqu'à restituer des résidences, des parcelles qui étaient longtemps occupées par des familles modestes, ce qui a fait de lui d'ailleurs un Robin des Bois classique, on l'a applaudi. Voilà le justicier, et tac, tombe le couperet, comme si quelqu'un avait dit non, arrêtez-moi ce jeune-là, il va trop loin. Ça se termine pas là. Ça, c'est seulement les avant-postes de ce qui va venir, seulement les premières parties de la suite. La suite, le président Tshisekedi doit devoir compter sur des gens populaires pour assurer son futur. J'aimerais ajouter à cela, je pense que Constant Mutamba est victime réellement de sa propre popularité. Parce qu'il est vrai qu'il a voulu apporter des réformes dans la justice congolaise, mais c'est peut-être la manière de faire qui a été mal perçue par le pouvoir en place. Et voilà ce qui a conduit effectivement à cela. Oui, rapidement. Oui, mais je crois que ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est-à-dire Mutamba, vu la façon à laquelle il a procédé pour refonder la justice congolaise, il a pensé qu'il avait le soutien du président de la République, et aujourd'hui, abandonné lâché comme une mangue mûre et tombé. Je crois que Mutamba, empoisonné hier, avait déjà une idée nette de ce que le système, parce que c'est un système, oui. Tu fais partie du système. Quand tu commences à couper les pieds de ceux qui tiennent le système, je crois que pour que tu dures longtemps, là, ça serait tellement compliqué. Et que là, ce que nous voyons aujourd'hui, je crois que c'était une piste cassée déjà. Ok, merci beaucoup. Voilà l'affaire Mutamba qui a rendu son verdict. 3 ans de travaux forcés, suivi de 5 ans d'inéligibilité. Nous allons passer à notre deuxième sujet. Je vous invite à suivre ce reportage. Devant la presse nationale et internationale le 5 septembre, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Thierry Mongala, a réaffirmé le soutien du gouvernement congolais à la candidature de Firmin Edouard Matoko au poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Ce candidat, doté d'une expérience de plus de 30 ans, est celui qui incarne les valeurs de cette institution onisienne qui prône l'éducation, la paix et la culture. Firmin Edouard Matoko est un fin connaisseur du fonctionnement de l'UNESCO, une maison où il a fait toute sa carrière. Firmin Edouard Matoko porte notamment les valeurs de la diplomatie culturelle, de la coopération multilatérale, au service des peuples. Sa connaissance intime des mécanismes internes et du mode d'organisation de l'UNESCO, comme nous venons de le démontrer, sa capacité à rassembler, son engagement constant en faveur de l'Afrique et de la jeunesse font de lui un candidat de consensus, un candidat d'avenir. Le gouvernement s'implique aux côtés de Firmin Edouard Matoko dans ce combat afin de hisser haut l'étendard du pays et d'une Afrique en quête de stabilité. En soutenant Firmin Edouard Matoko, le Congo soutient un homme de conviction, mais aussi et surtout un projet pour l'avenir de l'UNESCO.
une organisation plus forte, plus proche des peuples et plus audacieuse dans ses missions. 2 candidats sont en lice pour l'élection à la direction générale de l'UNESCO, prévue le 6 octobre 2025. Il s'agit de l'Égyptien Khaled Ahmed El Hanani et du Congolais Edouard Matoko. L'élu présidera la destinée de cette institution pour une durée de 4 ans. Alors, nous avons vu que le Congo soutient Edouard Matoko au poste de directeur général de l'UNESCO. Et le président de la République avait dépêché un émissaire pour faire la ronde des capitales africaines, pour faire sa promotion. Alors, Guy Blaise, est-ce que le Congo dispose-t-il aujourd'hui suffisamment d'influence au sein de l'UNESCO pour faire aboutir cette candidature? Je crois que nous suivons l'actualité. Hein. Le ministre Thierry Mongala a animé une conférence de presse pour réaffirmer le soutien des autorités congolaises à la candidature de Firmin Edouard Matoko à l'élection de la direction générale de l'UNESCO. Mais je crois que les argumentaires avancés par le Congo ne sont que normal qu'aujourd'hui Matoko soit bien positionné pour prendre la tête de la direction générale de l'UNESCO. Parce que je crois qu'il y a un problème de la compréhension de la procédure et du système, c'est-à-dire comment l'élection va se passer. Parce que quand on a suivi le ministre Mongala, il y a, nous savons qu'il y a des blocs, hein, il y a l'Union africaine, il y a le monde arabe, il y a ceci. Alors maintenant, chaque pays constitue une voix. Donc, comme l'a dit le ministre Mongala hier, par rapport à la confusion qui a régné, je ne sais pas si on peut appeler ça fake news, sur la position de la France. Sur le soutien de... Voilà, la position de la France par rapport à l'Égypte. Ce n'est que normal. Le ministre Mongala a dit, la France n'a pas 10 voix pour que nous craignions la France. La France, c'est un pays, il a le droit de manifester sa position. La France a dit qu'elle soutiendra l'Égypte. Voilà. Donc la France n'a pas 10 voix, 15 voix pour épater les autres. Que non, voilà, comme la France a déjà dit sa position par rapport à l'Égyptienne et le Congo va perdre. Non. Je crois que Firmin Matoko, cadre maison, comme nous tous le savons, oui, il était le directeur pratiquement 40 ans d'expérience, diplomate, économiste et autres, cadre maison. Je crois que le Congo, avec tout ce que nous battons comme campagne, nous avons vu la tournée du Premier ministre instruit par le président de la République pour aller contacter certains pays africains. Je crois qu'aujourd'hui, la position de l'Union africaine, c'est aussi de voir 50 ans après Mbo, le Sénégalais qui était à la tête de la direction générale de l'UNESCO, qu'un Africain au sud du Sahara puisse y accéder. Donc je crois que la position que le Congo a aujourd'hui, la position de la candidature de Matoko, je crois que ça donne espoir. Ça donne espoir que le Congo pourrait accéder à la tête de la direction générale le 6 novembre 2025. De l'UNESCO. Alors, Albert, est-ce que le Congo a assez d'influence pour faire aboutir sa candidature? Influence, je ne sais pas. Mais la candidature qui est présentée n'est pas une candidature de faible épaisseur. C'est, comme l'a dit Blaise, un homme formaté par la maison elle-même et donc qui pourrait gérer les dossiers qui lui seront éventuellement soumis avec la facilité de qui sait de quoi il parle. Ça, c'est vrai. Maintenant, il s'y mêle de la politique, à la fois dans le monde et aussi chez nous. Et c'est ça qui me donne des craintes. Le ministre, lui aussi, les juristes, le ministre Mongala dit « la France ne représente pas 10 voix ». C'est vrai, mais c'est faux en même temps. C'est vrai parce que mathématiquement parlant, il n'y a qu'un seul bulletin qui sera mis dans l'urne. Mais c'est quand même la France. C'est un pays qui nous a colonisés, qui peut user de son influence sans même rien dire, sans même rien solliciter.
il y a des gens qui pourraient mettre un bulletin dans l'urne simplement parce que ce que la France a désigné, c'est peut-être ça le meilleur. Et puis, je dis politique même chez nous. Justement, à cause de cette logique-là, nous savons comment chez nous, là, cette fois au Congo, les choses sont biaisées. Hein? Lorsque vous dites, ah ben voilà, il est candidat du gouvernement, on dit, ah, donc candidat du PCT. Donc, vous voyez, il y a cette translation-là qui fait que l'homme part déjà avec ce handicap. Et puis, vous savez ce qui se murmure dans les couloirs, que le premier budget qui lui avait été alloué a été dilapidé à des fins... Bon, voilà. Donc, le président de la République s'est impliqué, mais autour de lui, on savonne la planche de notre propre candidat. Et si le lendemain, devant les micros, on assure, oui, c'est notre compatriote, c'est notre candidat, c'est notre champion, il faut aussi regarder par-dessous la nappe, qu'est-ce qu'il y a. Mais enfin, donc nous souhaitons une grande victoire à notre compatriote. Oui. Les chances de réussite du candidat Matoko soutenu par le gouvernement congolais. Je pense qu'il a toutes les chances de son côté parce qu'il est cadre maison, on l'a dit, plus de 40 ans à l'UNESCO. Il a travaillé dans plusieurs pays, toujours dans le cadre de l'UNESCO. Aujourd'hui, le gouvernement de la République le soutient et il a un bon projet pour l'UNESCO, c'est déjà bien. C'est déjà bien, mais le problème, c'est ce que nous évoquons tout à l'heure, le soutien de la France, qui n'est pas un petit pays, qui pèse sur l'échiquier mondial, qui aujourd'hui prend position pour l'Égypte. Cela pourrait, en quelque sorte, réduire les chances de notre candidat Matoko, bien qu'ayant un CV qui pèse, bien qu'étant quelqu'un qui a déjà fait ses preuves au sein de l'UNESCO. Mais le soutien de la France et un peu le positionnement de l'Union africaine, on ne le sait pas. D'aucuns diront que l'Union africaine a pris aussi position. Bon, on ne comprend pas dans ce méli-mélo-là comment un peu ça peut se passer. Mais est-ce que la tournée effectuée par le Premier ministre peut porter les fruits? Bon. Parce qu'il a fait comme une campagne en sillonnant bien évidemment quelques capitales. Au regard de la posture du chef de l'État, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, au niveau de l'Afrique, de la sous-région d'abord Afrique centrale et de l'Afrique de façon générale, je pense que la tournée diplomatique entreprise par le Premier ministre peut porter ses fruits pour ces pays-là où le président de la République a quand même de l'influence. Je pense là au Gabon, je pense à la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays où le Premier ministre est passé. Mais le problème, c'est au niveau de la France. Oui, justement, il faut voir on est obligé la balance entre l'influence française dans ces pays et l'influence congolaise dans ces pays aussi. Oui, Chrysostome. Bon, mais l'ancienne métropole, la France, qui pèse, comme a dit le doyen tout à l'heure, ça devient en ce moment-là un problème de lobby. Parce que s'il y a comme bulletin à glisser dans l'urne, que la France en a comme tout autre pays, mais ça pose un problème de lobby. Parce que l'influence qu'a la France aujourd'hui face à tous ces pays africains que nous connaissons, même de l'Union africaine, pourrait faire bouger les lignes. Malgré la candidature d'espoir que nous tous, nous le disons ici, de Matoko, mais la France peut bouleverser les données. Rien que par la gestion diplomatique des lobbies et autres, c'est ce que nous craignons. Mais en allant sur le terrain du vote, nous savons que chaque pays aura un bulletin. Mais donc, la face cachée de l'iceberg, c'est la gestion des lobbies diplomatiques que la France peut influencer. Nous l'avons vu il y a des années avec comment on appelle la francophonie. La francophonie avec notre Henri Lopez, paix à son âme. Qu'est-ce qui s'est passé avec la France? Donc nous craignons à ce que nous retombions dans ces travers-là, que la France a dû peser par ses lobbies diplomatiques et que tout ce que le Congo a mis... Nous savons que le président de la République aujourd'hui rayonne une forte diplomatie au niveau de l'Afrique. Excepté le Premier ministre, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères qui a sillonné le reste du monde.
Donc je crois que l'espoir y est, mais le tic ici, c'est la position de la France qui peut faire basculer le système au dernier moment avec sa prise de position. Et transformer donc une affaire qui était éminemment culturelle en une affaire politique. Ok, merci beaucoup. Et attendons donc le 6 octobre pour voir qui de l'Égyptien et du Congolais emportera le poste de directeur général de l'UNESCO. Je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver bien après.